c'est Anna Toumazov sur Move. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque semaine désormais pour cette émission Tunnel, une émission de dialogue pendant 2 heures. Avec en plus cette semaine, nous allons y revenir en bonus, un live. Et cette semaine, j'ai adoré recevoir un message très émouvant concernant l'émission d'une des artistes qui a probablement le plus marqué ma génération avant de choisir pour son bien et avec grand courage de disparaître du champ public. Et je dois dire que recevoir ce message m'a touchée bien au-delà des mots. Alors si tu nous écoutes, je t'embrasse et te remercie encore pour la force que tu m'as donnée petite et que tu m'as donnée hier à nouveau en m'écrivant. J'ai détesté cette semaine me féliciter comme un gros lézard qu'il fasse 35 degrés chez moi dans le sud toute la semaine à venir, avant de réaliser que nous sommes en automne et que c'est tout sauf normal. Et cette semaine, j'ai découvert le camp de Drancy, juste à côté de Paris, en Seine-Saint-Denis, où ont transité 90% des Juifs déportés de France, et dont je vous encourage à aller voir l'actuelle exposition sur la vie de Ginette Kolinka, une survivante, organisée par le Mémorial de la Shoah, qui nous appelle à la plus grande vigilance pendant ces périodes troublées d'intolérance. Et j'ai écouté cette semaine, enfin, énormément d'Eurodance parce que j'avais besoin d'énergie et qu'il m'apparaît urgent que s'il reste un espace de liberté, ce soit bien dans nos écouteurs et sans aucune honte. Et justement, c'est marrant que je parle de la honte, et puis c'était pas du tout prévu en plus, parce que c'est très précisément de cela qu'on va traiter ce soir. De tous les sentiments des plus sombres aux plus intenses, de toutes les peines, de toutes les difficultés. C'est finalement celui-ci, bien plus que la tristesse et la colère, qui m'apparaît de loin le plus douloureux, le plus cuisant et le plus dur à dépasser. On écrit des romans sur la tristesse, on fait des films entiers sur la colère, mais personne pourtant ne veut trop traiter de ce sentiment-là, très précisément parce qu'il est honteux, et que c'est un mal-être qu'on ne traverse que trop souvent sans vouloir s'en rappeler. Plus que la douleur que cela occasionne, la sensation confuse de ne pas être ni à la bonne place, ni au bon moment, il est important de discuter des barrières que la honte nous pose. Comment est-elle ? Est-ce une émotion vraiment personnelle ou découle-t-elle du regard des autres ? Dans quelle mesure ce sentiment aide-t-il au maintien des normes ? Pourquoi ce ne sont jamais les bonnes personnes qui ont honte ? Et surtout, comment est-ce qu'on dépasse enfin ce sentiment ? Comment on l'éradique pour enfin vivre vraiment ? Pour en parler ce soir, je suis entourée de femmes merveilleuses dont l'annonce de la venue m'a valu une quantité de réactions sur Instagram à faire pâlir les plus influents de vos influenceurs. Nous sommes donc ce soir avec Sophie-Marie Laroui. Non, c'est rien. Autrice. Attention, la liste va commencer. Autrice, scénariste, actrice, podcasteuse. Oui, mais dis que je suis dans l'audiovisuel, ça suffit. Enfin, on va pas. Tu es dans l'audiovisuel. Je cache pas que ce matin, je t'en ai parlé, j'ai écouté l'épisode de La Poudre. La Poudre, bien sûr. De Lorraine avec toi, qui pareil a essayé de lister tout ce que tu étais. C'est quand même long. Hein. Ça prend. Non, mais c'est bon, je m'occupe quoi. Comme bon, voilà, c'est bon. Une personne donc très conventionnelle qui, après avoir fait exploser les tabous sur Mademoiselle, puis avec son blog Vanessa la Bomba, ou encore avec une émission sobrement intitulée L'émission. Je n'ai pas choisi le titre. Je le répète depuis des années. Je n'aurais jamais titré de la sorte. Je n'aurais jamais osé. Non, jamais. Puis tu nous as fait marrer chaque mois grâce à ton podcast. À bientôt de te revoir. Sophie-Marie, ou Sophie d'ailleurs, enfin on verra ensemble comment on t'appelle, Sophie-Marie SML. Ta présence me ravit particulièrement d'abord parce que tu viens nous voir au moment de la sortie de ton nouveau podcast mêlant 2 passions, tu l'expliques dans le trailer de ce podcast, les supermarchés et le fait de ne pas faire de crise d'angoisse. Bien sûr. Ce qui est quand même une passion sympa. C'est commun comme passion. Tout à fait. Bah, je pense que c'est partagé par pas mal de monde. Et aussi parce que tu viens de Remiremont dans les Vosges, dont tu es également originaire, une de mes grand-mères que nous saluons. C'est pas vrai ? Si, c'est vrai. Incroyable. Je vais pas dire le nom de famille à l'antenne. Oui, mais on se parlera après. Incroyable. Ouais. Bah, elle avait 18 frères et sœurs, donc ça fait Allez, vraiment du, ça fait du monde dans la cousine. famille. On est probablement cousine. Une Romarie Montaine, ça alors. Et oui, hein, dit. Notre table accueille également Pomme, artiste prodige aux déjà 3 albums au nom évocateur sortis, dans l'ordre à peu près Les Failles et Consolation. Un engagement féministe jamais démenti et sans compromission, on va y revenir évidemment. Et plusieurs victoires de la musique et une vie entre plusieurs pays dans laquelle j'espère au passage que tu trouves du bonheur. Ah bah oui, évidemment. Bon ben voilà, les avions, tout ça, tout va... Ah non, pas de bonheur, mais pas de bonheur dans l'emploi de terme. Le bateau. Beaucoup de honte. J'ai pas réfléchi, tu vois. Tu vois, c'est mon côté lézard qui se réjouit de la chaleur qui a parlé. Mais après, tu sais qui prend le bateau ?
Non. R. Kelly, voilà. Donc, dommage. Ce serait dommage de le croiser. Ce serait dommage de se faire call out parce que tu prends le bateau comme R. Kelly quand même. Ouais, de ouf. Mais non, je suis contente d'être là, en tout cas. Après, globalement, on en reparlera, mais... On est très heureuse aussi. Et au-delà de ton talent scénique dont nous aurons la chance, restez bien à l'antenne de bénéficier d'ici quelques minutes. Merci d'avoir rejoint cette table pour parler des chapes de silence et de honte face auxquelles un jour on se dresse. Et à ma table, j'ai enfin Barbara Butch, DJ, égérie, consoleuse de talent, je vais expliquer pourquoi, dont les mots musicaux viennent nous embrasser et nous promettre pour de vrai que tout va bien se passer. Et c'était très difficile, je dois dire, Barbara, de faire ta bio. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et c'était très difficile, je dois dire, quand j'essayais de faire ta bio, de ne pas te faire une déclaration d'amitié qui serait trop personnelle. Mais je crois qu'il est très important de souligner ô combien ton soutien est précieux pour tes proches pendant des moments sombres politiquement, des moments sombres de harcèlement. Toi qui ne supportes pas l'injustice et qui incarne tant de choses et ne ploie jamais. Barbara, cover girl, icône merveilleuse, grande sœur. Nous entendrons 2 de tes titres pendant l'émission, de ceux qui nous rappellent le droit à la différence et au bonheur dans celle-ci. À vous 3, merci d'être là. Pardon, on est une tarte tatin. Merci. Et tout de suite, nous allons avoir un petit live de Pomme. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter ? On m'entend ? Oui, on m'entend. On t'entend parfaitement. Bonsoir. C'est une chanson qui s'appelle Allô et je la trouvais appropriée parce que à la base, c'est une chanson d'amitié amoureuse, mais la personne m'a ghosté, donc j'ai un peu honte quand je la chante maintenant. C'est parfait. C'est dans le thème. Remonter le temps pour tout savoir de ton passé. Toi, t'as fait comment pour te trouver sans te blesser? J'ai ce sentiment de te connaître depuis des années. Toi, ça fait longtemps que tu navigues contre vents et marées. Dans tous les cas, tu es là. Je peux te prendre dans mes bras. Dans tous les cas, je suis là. Tu peux m'apprendre à être moi. Montre-moi l'enfant que tu étais sans concession. Toi aussi les gens te confondaient, fille ou garçon. Tout est différent, tout se ressemble. Je suis cernée. J'ai ce sentiment de te connaître depuis des années. Dans tous les cas, je suis là. Je peux te prendre dans mes bras. Dans tous les cas, tu es là. Tu peux m'apprendre à être moi. Merci. Et c'était Pomme sur Move. Vous écoutez Move. Bravo, c'était trop beau. C'était magnifique. hyper chouette. C'était hyper chouette. Bah, ça s'entendait pas en tout cas. Mais justement, tu disais, je te laisse même pas reprendre tes esprits, je suis désolée. T'as dit que t'avais de la honte sur la honte parce que du coup ça buguait. Ce serait quoi ta définition de la honte ?
J'ai bu une petite gorgée de tisane. En fait, c'était parce que... C'était parce que j'avais honte. Qu'est-ce que ce serait ma définition de la honte ? Pour moi, la honte, c'est un peu un mélange de toutes les émotions négatives. J'ai pas l'impression que ce soit une seule sensation. J'ai l'impression que c'est un mélange d'anxiété avec de la tristesse, avec plein de trucs négatifs mélangés, quoi. J'ai l'impression que c'est le point culminant de toutes les émotions qui te font sentir pas bien, quoi. Genre là, j'ai eu un petit frisson de sueur avec en même temps un truc de me dire ah mais les gens m'ont entendu me tromper et du coup de monter d'angoisse. T'as un peu je trouve que c'est pas une seule émotion, c'est un peu le climax de l'émotion négative, quoi. J'ai l'impression un peu. Il y a un côté micmac de plein de trucs négatifs en même temps et ouais, un peu. Et après il y a aussi tout ce truc de la culpabilité un peu aussi quand t'as honte, je sais pas, il y a un truc que tu portes un peu sur toi, un peu comme un vêtement qui pue, quoi, un peu. Ouais, mais c'est peut-être pour ça aussi que c'est beaucoup plus dur que d'en parler que par exemple, j'en parlais en intro, mais de la colère ou la tristesse qui peuvent parfois être glamourisées dans l'art et compagnie. La honte, c'est vraiment, c'est dégueu. Toi, Barbara, ta définition de la honte, ce serait quoi ? En vrai, c'est un peu la même chose. Mais ouais, non, en fait je l'aurais défini un peu comme Pomme avec en fait je sais pas, moi ça me crispe. Ça m'angoisse très fortement cette question parce que ce sentiment, c'est un sentiment que j'ai pas mal vécu ou subi. Parce que c'est aussi... on subit beaucoup la honte. Et du coup, non, je ne saurais pas mieux la définir que l'a fait Pomme. SML, Sophie-Marie Larouille. On entendait un peu semelle, hein, quand même. Ouais, semelle. Mais non, mais semelle. Je te dis, dans le fameux podcast ce matin de SML, et Lorraine Bastide, ça a parlé justement de toute cette somme de noms que ça te donne, donc je sais pas. Je vais un peu les varier ce soir. Attends, moi je peux juste faire une intervention parce que ce matin j'ai dit à mon amie, j'étais trop contente de te revoir, mais je t'ai appelée Marie-Sophie, elle m'a dit un moyen mnémotechnique, c'est que c'est sadomaso. Et pas Ah bon, oui, les tailles ou sinon le SNL, mais c'est Raphaël que j'embrasse. Et elle m'a dit c'est sadomaso Sophie-Marie. Ouais. Raphaël Beauvalet. Mais bien sûr, voilà. Raphaël, bien sûr. Bisous Raphaël. Grâce à elle, je l'adore. Du coup, je sais maintenant exactement quoi dire. Ouais, mais elle me l'a jamais dit en direct à moi, donc c'est une petite coquine, mais... tu voulais me parler, Anna? Oui, pardon. Non, t'inquiète, mais non, pas du tout. On va avoir honte, mais non. Non, par contre, le moyen mémotechnique détail SML, c'est malin. Mais oui. Et pas qu'un physique. Bravo. Big brain. Ah, SML, oui, c'est super aussi. Oui. C'est peut-être mieux que Raphaël qui est complètement... Franchement... c'est peut-être mieux, ouais. Du coup, ta définition de la honte. C'est très intéressant les définitions que vous donnez, et en effet, je corrobore, mais par ailleurs, pour moi, j'aurais dit que c'est l'incapacité de communiquer. Tu vois, ce truc bloquant. En fait. Ouais, voilà, qui te met, parce que si il y a quelque chose qui te gêne aux entournures, mais que tu arrives à le vocaliser ou à traduire à une émotion, machin, ça se transforme en culpa, en autre chose. Mais pour moi, le fait de ne pas pouvoir, d'être kéblo à l'intérieur de soi, qui est un sentiment que je connais bien, c'est ça la honte, quoi. Ouais. Et comment on répond du coup à une situation où on a honte? Eh bien justement, il faut... Enfin, pardon, je braque le... Vas-y. Il y aura de l'espace de discussion pour tout le monde. On a 2 heures, c'est un tunnel. Comme on est qu'avec des gonzesses, on est poli et on ne se coupe pas la parole. C'est la seule différence. Bon. C'est en essayant de traduire comme d'une autre langue qu'on connaît pas bien, donc avec des mots simples, ou alors... moi, j'essaye de le faire de plus en plus pour ne plus justement avoir tout ce qui vient avec la honte, les TCA, la mutilation, tu vois, les trucs comme ça qui font que t'es dedans, toi, t'es serré vraiment comme... tu n'arrives pas à sortir de toi-même, quoi, et tu finis par te raser la tête, comme Britney. Ouais, t'es parce bloqué, que tu dis, en fait. Je ne veux pas être à l'intérieur de moi. C'est bien simple. C'est pas un sentiment compliqué de vouloir sortir de soi-même. Donc, je pense qu'en essayant de ne pas paniquer
parce que je trouve que la honte fait paniquer en se disant ok, très bien, je n'arrive pas à dire, parce qu'en même temps que là on vient la colère, tous les sentiments que vous avez décrits, de marquer des mots qui disent pourquoi. Je l'ai fait il y a pas longtemps et franchement c'était intéressant. Est-ce que vous vous êtes déjà excusez, là je me tourne parce que du coup vous ne voyez pas forcément derrière votre transistor, mais à ma gauche j'ai Barbara et Pomme. Est-ce que vous vous êtes déjà excusé auprès de quelqu'un par honte? Bonne question. Oui, moi oui, je pense. Mais je pense que dans l'excuse il y a de la honte aussi, beaucoup. Donc du coup c'est un peu dur comme question. Enfin, moi, je sais que j'ai un gros orgueil et que m'excuser, ça me rend toujours un peu honteuse. Parce que ça veut dire que j'ai fait mal un truc. Et du coup, c'est un peu dur de m'excuser. Souvent, c'est honteux, un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends, mais moi, j'ai aucun mal à m'excuser. Mais t'es poisson, chérie. Moi, ouais. Mais c'est ça, c'est que... Moi, j'ai aucun mal à demander pardon. Je suis plutôt Sagittaire, non? Je suis Lion. Ah, t'es Lion, oui. Ah, c'est mon ascendant. Et mon signe lunaire. Mais c'est trop bien d'avoir cette capacité à s'excuser sans avoir honte. Parce que moi, c'est un problème. Non, vraiment, en fait. Mais je pense que ça fait aussi partie de ma culture juive, tu vois. On est vraiment hyper bercé dans le pardon. D'ailleurs, on sort de... T'es très grand pardon. On sort du Kippour, très grand pardon. T'apprends tous les ans à demander pardon aux gens, même si tu les as... Enfin, pour des choses que tu n'as pas forcément fait, mais tu vois, au cas où tu les as blessés, parce que parfois... on blesse l'autre sans forcément il y a une ritualisation le savoir. de l'excuse. Exactement. Et du coup, je pense que quand même, ça donne des petites bases comme ça, un peu solides. Donc toi, justement, le fait de t'excuser n'est pas un vecteur de honte non, pas du tout. pour toi. Non, pas du tout. C'est plus des choses par rapport à un comportement, tu vois, que je pourrais avoir, qui pourrait être mal interprété et qui me ferait honte, par exemple. Et ces excuses, quand vous en recevez, au contraire, parce qu'une personne a honte potentiellement de son comportement, est-ce que vous êtes des personnes qui réussissaient à accepter les excuses d'une personne qui vous a fait du mal, par exemple? Ouais, complet. Ouais. Oui. Ouais, tout le monde n'a pas le même rapport au... Ouais, je sais, mais en fait, parfois, on vit tous des moments super difficiles, parfois douloureux, et on peut avoir des comportements qui peuvent être border à certains moments. Et si la personne a le courage, parce qu'il faut du courage aussi, de demander des excuses, de demander pardon, je pense que c'est important d'accueillir ça et dans la douceur et la compréhension. Après, ça peut prendre un peu de temps. De pardonner, mais en tout cas d'accueillir, c'est, je pense, hyper important. Pomme, toi, sur ça, c'est quelque chose que tu peux faire facilement, d'accepter des excuses, justement, et... Oui, carrément, complètement. Mais moi, j'ai aussi été élevée dans la religion chrétienne, et il y a aussi beaucoup cette idée de s'excuser, de pardonner, enfin de dire pardon et tout, et pourtant... Quand c'est moi qui dois m'excuser, c'est toujours un peu un process. Mais par contre, oui, j'accepte facilement. Sinon, ce serait l'enfer. Si j'acceptais pas les excuses des gens et que je m'excusais pas, je serais une horrible personne, tout simplement. Non, mais après, il peut y avoir ce truc. Moi, je sais que j'ai reçu une culture athée. Oui, encore un autre... Mais du coup, je sais que par exemple, il y a toujours eu ce truc où en fait, on s'excuse ou même on s'excuse pas, on passe à autre chose et puis c'est bon, c'est réglé l'histoire. C'est important. Ça, c'est les blancs, c'est pas les athées. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, je sais qu'en grandissant, maintenant, j'ai ce truc où en fait, si tu m'as vraiment fait du mal, je vais pas rester bloquée là-dessus parce que j'ai pas envie d'encore plus me détruire dans un truc à y penser tous les jours, de vengeance, de machin. Par contre, tu veux t'excuser, ma belle, tu vas aller t'excuser dans ton coin, tu vas t'écrire des lettres tout seul ou toute seule, mais je suis pas là pour t'absoudre en fait. Tu vois, non, moi j'attends toujours des excuses du magazine Têtu. Ah ouais. Et qui sont jamais arrivées. Mais quand elles arriveront, qu'est-ce qui s'est passé avec le magazine Je les accueillerai avec grand plaisir. J'ai été très maltraitée sur un shooting et très maltraitée par la rédaction, qui n'est pas tout le magazine. Mais du coup, je leur en veux, j'ai quand même de la rancœur. Mais s'ils arrivent avec des excuses et qu'il y a un truc de travail sur comment on accueille les personnes différentes, parce qu'en fait, justement, ce jour-là, j'ai ressenti énormément d'exister dans mon corps. Et j'accueillerai avec plaisir les excuses pour mettre en place des endroits safe, quoi. C'est tellement important. Des fois, c'est carrément une question de vie ou de mort, un peu les excuses aussi. Bien sûr. Ouais, de se dire, je te reconnais en tant qu'être humain, je suis désolée de t'avoir fait ça. Exactement. Bah ouais. Et tout de suite, avant de parler de justement ces spectacles et de la fierté et tout, on va repartir sur la honte parce qu'évidemment, on est obligé de commencer un peu par du négatif pour ensuite aller sur du positif.
J'ai réfléchi à un truc parce que, bon, je spoil complètement à la radio, c'est pas grave, mais je suis en train de bosser sur un nouveau livre sur lequel je suis évidemment très en retard parce que il a fallu tout peaufiner pendant des mois, machin, nan. Et je réfléchis à beaucoup de choses que je décortique, etc. Et en fait, à un moment donné d'un chapitre, j'ai pensé la honte, et notamment la honte de la réputation, tout ça, mais en tout cas la honte en général, comme mécanisme social pour s'assurer que personne n'ose en fait déroger d'une norme et que personne n'ose sortir des clous. Est-ce que c'est une réflexion que vous auriez pu déjà vous faire, par exemple ? C'est pas déconnant, disons. C'est pas déconnant, comme on dit à Paris. Oui, bien sûr. Est-ce que tu penses, toi, que la honte, Sophie-Marie, peut être une façon, en fait... la menace de se taper la honte peut être une façon de vraiment de nous faire rester à notre place. C'est ce qui tient à la société, c'est ce qu'on appelle... je vais faire un biais un peu plus long, mais ce qu'on appelle le tabou de l'inceste, qui n'est pas du tout un tabou. La honte de se faire, de se faire machiner, c'est ce qui nous tient sous le joug de l'hétéropatriarcat, du système comme on le connaît actuellement. Donc oui, c'est pas déconnant que tu parles de ça dans ton chapitre, en effet. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle aussi, l'idée que la honte soit vraiment l'espèce d'épée de Damoclès qui nous pend au nez, qui nous pend au-dessus de la tête, du coup ? Tu vois, moi, par exemple, là, tout de suite, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure... Tu vas reciter le nom du magazine. Non, je le cite pas, mais j'ai déjà honte de l'avoir cité, tu vois ? Oui, je comprends. Mais bien sûr, voilà. Mais parce qu'on dit... Mais parce qu'en fait, on subit énormément de pression. Et surtout, tu vois, en tant que meuf, personnalité queer, pour nous, et du coup, il y a un espèce de truc où il faut un peu... marcher droit, pas en faire des caisses. Rester à sa place. Tu sais, t'as la pression de passer pour une hystérique. Bien sûr. Tu vois, donc on est toujours un peu comme ça, à marcher sur des œufs et tout. Et en fait, moi, j'en ai vraiment ras le cul, donc je préfère... Là, tout de suite, j'enlève ce sentiment de la honte, parce que la honte, elle doit changer de camp, en fait. Allez. Tu vois. Slay Queen. Ouais. Vraiment, là, ça applaudit en langage militant, en claquant les doigts. Pomme, toi, c'est quelque chose qui te parle aussi, le fait de devoir rester dans les clous pour ne pas subir vraiment la honte d'avoir honte, d'avoir honte. Ouais, la triple honte, la triple te-honte, comme on l'appelle. Non, mais... Est-ce que dire la te-honte, c'est la honte ? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais en fait, moi, j'ai un rapport vraiment particulier avec la honte parce que j'ai l'impression que c'est un spectre immense et que alors moi, j'ai une réaction physique. Quand je vois quelqu'un qui a honte, je pleure. Genre, j'ai un truc où, tu sais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas pourquoi je dis ça maintenant, mais c'est parce que tout ce que tu dis par rapport à la société, au fait que tout le monde est dans des cases, si quelqu'un s'humilie et que les gens lui font sentir qu'il est en train de s'humilier, moi, j'ai un espèce de truc physique où, genre, ça me fait pleurer, tu vois. Ah bah oui, c'est l'empathie. Ouais, voilà. C'est les neurones miroirs, en fait. Non, mais c'était ça, malheureusement. Et puis ça peut être un mal-être profond aussi auquel tu es sensible, une identification. Et du coup, j'ai identifié plein de situations comme étant hyper gênantes et enfin même tu sais dans l'enfance beaucoup quand t'es à l'école, tu sais dans des moments comme ça de sociabilité où tu te rends compte que voilà qu'il y a ce sentiment là qui habite quelqu'un en face de toi ou qui t'habite toi et tout. Et en fait tu grandis toute ta vie avec que ce soit dans le spectre de la sociabilité ou dans le spectre des agressions, de l'inceste, etc. Avec le sentiment de la honte à différents niveaux et c'est un peu quotidien. Et du coup, c'est sûr que c'est un truc à désapprendre, entre guillemets, de se sentir honteux. Ou en tout cas, je crois pas que c'est un sentiment très utile. Je pense que parfois, c'est utile pour les agresseurs sexuels, par exemple, ce serait super. Mais pour la plupart des gens qui ont vraiment honte, c'est pas censé... on dirait que c'est pas adapté, quoi. Bah, disons que c'est un système qui est mis en place pour, justement, nous garder sous le joug. Donc... Ouais. C'est vrai que le fait d'en être conscient, ça permet pas forcément d'en sortir dans 15 minutes, mais de se dire, ah d'accord, c'est un système, c'est pas genre juste moi qui ressens un truc chimique, machin. Et donc du coup, on écoutait Pomme qui nous chantait sur justement un peu le rapport dans la société quand on dévie un petit peu de la norme. Évidemment. C'est complètement ce que raconte cette chanson. Ouais, complètement. Et aussi dans l'éducation religieuse du christianisme, en tout cas. Je ne connais pas les autres, mais cette expérience que j'en ai fait avec le catéchisme qui m'a beaucoup fait de peine et de mal dans ma vie. Incroyable. Le caté, c'est quand même quelque chose. On n'en avait pas parlé dans ton podcast. Je sais plus, ça fait 9 ans, je crois. Mais non, mais ils sont dingues. Ils veulent qu'on colorie Jésus. Mais je n'ai pas envie de colorier Jésus. Dites-moi ce qu'il a foutu au lieu que de me faire un numéro d'art, là. C'est dingue.
Waouh. Ouais, non, c'est... Bah ouais, je pense que grandir dans la société en ayant ne serait-ce que... Une chose qui diffère de la norme, qui est de toute façon très très compliquée à remplir. Bien sûr. Ça provoque toutes sortes d'émotions négatives, mais après qui peuvent se transformer en émotions positives. Ça, c'est un peu quand même le message d'espoir qu'on peut donner aux gens. S'il y a une chose qu'on peut leur dire, c'est que ça peut se transformer. Ça, c'est bien. Mais très clairement, justement, on va y venir. En fait, moi, j'ai l'impression quand même que cette histoire de honte, en fait, qu'on vient nous coller et qu'après on ressent. Alors, ça peut être en tant que femme, ça peut être en tant que femme queer, ça peut être en tant que femme aussi qui s'affirme et qui déroge du carcan très strict de la femme qui doit se montrer docile, calme, élégante et toujours réservée. Non seulement, on le disait tout à l'heure, j'ai l'impression que ce ne sont jamais les bonnes personnes qui ont honte. C'est pas celles qui devraient avoir honte de leur comportement qui ont honte, c'est celles qui en sont victimes. Mais en plus, et ça à nouveau c'est dans cette écriture de bouquin, en réfléchissant au comportement qu'ont les filles entre elles, quand elles essaient de s'insulter, de tout ça, j'ai l'impression aussi que les personnes qui ont honte d'une potentielle liberté qu'ils n'ont pas osé réclamer, typiquement une meuf en fait qui n'ose pas être libre et qui n'ose pas être elle-même, elle peut vouloir à un moment donné le faire payer aux autres femmes, celles qui décident de s'affirmer et tout, notamment par tout ce qui est les mécanismes en fait de réputation, tout ça, etc. Et que pour répondre à ça, quand t'es juste une femme qui se sent libre, ou quand t'es juste, entre grands guillemets, une femme qui est queer, ou une femme qui veut en fait une vie différente, qui sort de ses clous, t'as heureusement la chance, et ça tu le soulignais Pomme, de pouvoir choisir en fait ta team, ta bande de potes, ta famille, ta ville, ta communauté. Qu'est-ce que c'est que de découvrir une communauté dans laquelle on se sent bien? Je me tourne vers toi Barbara parce que t'es quand même une icône dans la communauté LGBT française. En fait je pense que c'est... Après dans toutes les familles il y a des dysfonctionnements. Parce qu'on ne va pas cacher qu'il y a quand même beaucoup de misogynie gay qui existe. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé vraiment une famille dans la communauté LGBT dans laquelle j'avais des gens qui me ressemblaient dans leur identité, dans leur orientation sexuelle, et que c'est hyper important d'avoir des repères. Surtout que moi, je suis d'une génération qui en a vraiment cruellement manqué. Où, moi, j'ai grandi, tu vois, les seuls vraiment... images que j'avais, par exemple, des gays, c'était à travers l'épidémie du sida. Enfin, tu vois, c'était hyper glauque, c'était hyper triste. Oui, ou YMCA, quoi. Ou YMCA, et donc, tu vois, c'était vraiment y a des images et les filles d'à côté avec Monsieur Gérard. Monsieur Gérard. et tu vois, j'ai pas eu de repères, par exemple, de lesbiennes et tout ça, donc... Mais une fois que j'ai commencé à sortir, d'aller au pulp, aux scandaleuses, trouver des endroits qui me correspondaient, parce que dans ma vie, j'avais pas du tout de personnes qui me ressemblaient. Bien sûr. Donc c'était hyper difficile, donc j'ai commencé à sortir toute seule. En plus, il n'y avait pas les réseaux sociaux. J'ai plus de 40 ans, donc pour que les gens comprennent où je me place. Ah, bien sûr. Google, ça existe que depuis 25 ans. Est-ce que tu mettais des annonces sur le Minitel genre Non, pas du tout, mais par contre, j'allais sur les chats, genre chat Wanadoo, Caramel. Évidemment. Je m'appelais Lady Arty. Wow. Mais à quel moment et comment on arrive à choisir un groupe qui nous correspond? Est-ce que ça vient vraiment petit à petit? Est-ce que ça vient d'un déclic? C'est une question un peu vague. Je me tourne vers vous, Pomme, Sophie-Marie. Tu veux répondre, ma belle? Shoot mon grand. Moi, je me sens pas encore tout à fait atterrie dans un cercle de gens méga safe. Enfin, j'ai des amis avec qui je suis très très proche et tout, mais je me sens pas dans une famille encore. Peut-être que ça va venir ou peut-être que ça viendra jamais. Peut-être que je suis vraiment trop étrange pour correspondre à quoi que ce soit. Mais en tout cas, clairement, avant de savoir qui on est, c'est déjà compliqué. Donc j'ai l'impression que ça prend déjà le temps de se connaître, d'apprendre à identifier quels sont nos centres d'intérêt, qui on est vraiment. Et ça prend du temps. Parfois, ça prend 30 ans. Parfois, ça prend même plus. Parce que pendant longtemps, on imite les gens ou qu'on essaie de ressembler à des gens et que ça, c'est hyper long, en fait. Enfin, en tout cas, dans mon cas, ça a été très long.
Et après, à partir du moment où on sait un petit peu plus qui on est, ça dépend dans quelle ville on est, ça dépend si on est dans une grande ville, dans une petite ville. Bien sûr. Moi, j'étais à Paris à ce moment-là, donc j'ai rencontré des gens incroyables et c'est une grande ville avec quand même une grosse communauté, avec des gens queer, avec des gens ouverts d'esprit. Mais moi, j'arrive pas trop à m'intégrer dans tu vois, c'est une autre expérience, mais dans une seule famille parce que j'ai aussi gardé contact avec mes amis du lycée qui sont pas du tout queer et qui sont pas du tout dans ces communautés-là et ça me semble important et j'ai l'impression que si je le fais pas, je me sens pas bien. Enfin, tu vois, genre donc je pense que, enfin, en tout cas pour moi, c'est pas très simple j'ai pas ce truc d'utopie, tu vois, d'avoir trouvé une famille d'amis. Je pense que ça n'existe pas réellement. Ah ok, ça me rassure. Non, ça n'existe pas du tout. Super. En fait, c'est nos familles. Moi, je pense que c'est nos familles réduites. Enfin, tu vois, de en nos petits groupuscules. C'est les personnes qui nous ressemblent dans nos identités, mais pas forcément de genre ou sexuel. Mais c'est plus, voilà, nos amis, les liens qu'on crée avec les autres, quoi, et qui font pas forcément partie tous de la communauté LGBT ou etc. Tu vois, c'est vraiment tout un ensemble de personnes familles, qui viennent s'entrecroiser en fait et créer un système. Moi, c'est ma réalité. Après, mais je pense qu'il y a une intersection aussi dans le fait d'être très visible, c'est-à-dire que tu dois aussi faire la part des choses entre les gens qui sont vraiment que tu ressens vraiment et puis les gens qui sont contents aussi d'être avec toi parce que t'es toi. Enfin, tu vois, il y a un truc, j'imagine, qui est aussi de cet ordre-là pour oui. Moi, j'ai perdu beaucoup d'amis en cours de route et il y a des gens pour qui je trouve ça très important de garder des liens, même si c'est des gens qui sont pas du tout dans mon milieu et d'autres qui étaient dans mon milieu mais avec qui ça marchait pas du tout. Enfin, mais pour moi, l'amitié c'est presque plus complexe. On dévie, mais que genre les relations amoureuses par exemple, tu vois, genre c'est un truc qui est pas naturel pour moi. Bien sûr, mais parce qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus acté dans la relation amoureuse, où de façon très traditionnelle et très caricaturale, il y a un peu un début, une fin. Et quand il y a une fin, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui arrive, etc. Alors que les amitiés, on se dit pas un beau jour, ah tiens, là on est amis, comme on peut dire, ah tiens, on sort ensemble. En fait, si, ça existe. Est-ce qu'on est plus ensemble? Enfin, tu vois, il y a des fins d'amitié, il y a des relations d'amitié, tu sais que c'est... que ça va enfin, tu t'imagines que ça va durer tout le temps, mais en fait, tu sais que c'est des périodes parce que t'es dans certaines périodes de ta vie, quoi. Mais c'est aussi hyper, pardon, je braque encore une fois là-bas, c'est aussi hyper agréable de le vocaliser et de se dire, il y a des gens avec qui tu auras des passions amicales dingues, genre, et qui vont te forger une partie de ton caractère pour l'avenir. Il y a des gens avec qui, ça va, ça vient. Moi, il y a des gens que je n'entends pas pendant 4 ans, mais je sais que si je les appelle, alors il faut pas faire un truc d'urgence, si je les appelle à 2h du mat, machin, c'est bon, faut arrêter d'être dramatique un peu 5 minutes. Mais si je dis, j'ai envie de te voir, on boit un café, tu vois, c'est bon. Ou avec Océan, ça fait 10 ans qu'on est très proches et des fois on ne se voit pas pendant 4 mois parce qu'il me casse la tête et que je lui casse la tête. Et par ailleurs, on sait qu'on va se retrouver. Mais si on faisait un parallèle avec l'amour, entre l'amour et l'amitié, j'ai l'impression que les amitiés ressemblent plus à ce qu'on appelle maintenant des situationships, un peu sans étiquette ou au contour flou, qu'à des relations très cadrées et très traditionnelles. L'amour ou l'amitié? L'amitié ressemble plus à une situationship qu'à une relation. C'est plus facile de pas cadrer, en tout cas, une amitié. Bien sûr, c'est sûr. Mais après, je pense qu'il y a aussi ce truc où, effectivement, parfois, surtout les bandes. Et les communautés, ça peut être très drainant. Moi, j'arrive pas à intégrer. Moi, j'arrive pas à être bien dans la collectivité. Je suis bien dans les petits groupes, mais en fait, j'ai un groupe d'amis, mais je crois que je préfère les voir individuellement en ce moment. Mais je pense que le one-one est très important, surtout pour avoir des vraies discussions, des choses profondes, et tout qui se passe. Au-delà de je pense que tout autour de la table, c'est pas possible. Non, mais je peux pas me concentrer. Mais en fait, il y a un truc quand même, moi, qui m'a vachement mis la pression et tout, et pour revenir à la honte et tout, c'est qu'il fallait quand même avoir une bande d'amis, enfin, tu vois, toute la vie, et même en étant adulte, tu vois, il y a quand même un truc de... Et même, tu parlais de la famille choisie et tout. En effet, ça peut être 2 personnes, on l'a pas précisé, ou 3. Mais moi, j'ai l'impression que c'est anormal, tu vois, de pas avoir un espèce de groupe d'amis et tout. J'arrive pas à me sentir bien. Mais parce qu'on a grandi avec Friends. Enfin, moi non, mais oui. Non, mais tu vois, il y a plein. Il y a plein de séries, de repères télévisuels et tout ça qui sont les bandes de potes qui durent toute la vie, machin et tout ça. Et du coup, tu projettes une espèce d'envie, alors que moi, enfin. Je suis
socialement, c'est pas possible pour moi d'avoir trop de gens autour de moi d'un coup. C'est que c'est ma seule honte, moi, de ne pas avoir un groupe d'amis. Parce que mon mec, il a un très groupe répandu d'amis. au final. Et je lui ai dit, mais je suis désolée, parce que moi, je sais pas, on faisait notre liste, on va se marier. Bon, bref, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais c'est pas le sujet. Et il avait sa liste prête et tout, machin. Il a 120 invités. Et moi, j'étais là, je vais inviter. Enfin, si, plein de gens, tout le monde, des personnes. Enfin, je sais pas. Tu vois? Mais après, il y a un truc aussi, c'est que dans tous ces milieux, justement, artistiques ou publics, etc., on est beaucoup à avoir été... Mon Dieu, c'est un coming out triste, enfin un coming out on est là pour de ça. vie, quoi. Mais on est beaucoup, je pense, à pas trop avoir eu de copains quand on était petit. C'était compliqué. Parce non. Bon, pour certains. Parce que t'es différent, t'es machin, t'es trucs. Du coup, Moi, j'avais une petite bande de copains, c'était que des garçons. Des marlous un peu, non? Et en fait, on était, si tu veux, on était un peu les pauvres de l'école. Alors. Et en fait, je sais pas comment on s'est retrouvés. Enfin, j'adore. On se reconnaît, tu vois. Même quand t'es bien sûr. Oui, c'est vrai. Mais, non, mais si, c'est vrai. Mais c'est trop bizarre. Mais genre, en fait, quand t'es petit, tu sais déjà que socialement, il se passe des trucs. Évidemment. Des trucs chelous. Et en fait, donc moi, j'étais copine avec en fait, c'était que des fils de comment ça s'appelle, de gardiens d'immeubles, tu vois. Ouais. Et c'est marrant parce qu'ils sont tous. Que je les ai retrouvés 20 ans plus tard et ils sont tous pédés. Et ils sont là comme ça. Non, mais en tout cas, cette question de la bande, effectivement, j'en ai déjà parlé avec d'autres potes qui ont un peu la même mentalité, justement, un peu arty, machin, qui maintenant sont des gens très affirmés, même titre que moi maintenant, mais je veux dire, où genre, gamin, on était chelou. Ouais. Du coup, on ne s'est pas fait des copains, un truc. Donc en fait, moi, j'ai pas des potes que j'ai depuis l'âge de 4-5 ans parce que j'étais tellement bizarre. J'étais dans la cour de récré, je lisais des livres. Quand on me parlait, c'était pour mal me parler. Et du coup, c'est vrai que parfois, c'est un truc à je pense. Je me dis, ouais, j'ai pas de bande d'enfance. Enfin, c'est un peu. J'ai déjà ressenti ce que tu ressens. Je sais pas si toi, Pomme, c'est similaire. Mais tu sais que socialement, t'as un peu le truc en mode, ouais, pendant les mariages, t'as les 10 témoins qui sont tous des potes d'enfance et tout. Ça, t'es en mode, mais attends, mais. Moi, non. J'ai pas ça. Non, mais c'est intéressant parce que c'est accompagné parfois d'un sentiment de honte ou d'inadéquation ou de. Donc ça rejoint le sujet, quoi. Mais dans la ligne éditoriale, je veux dire, c'est... Non, mais tout à fait. Moi, c'est un des seuls trucs qui me fait un peu honteuse. Non, mais je vois complètement. Et je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, parce que la question, c'était pas du tout ça, à la base, il y a 15 minutes. Non, mais parce qu'on a parlé, on parlait justement de la question de ta notoriété et comment tu pouvais intégrer des gens dans ta vie. Et d'ailleurs, ce serait une bonne question pour finir ce sous-sujet, mais est-ce que la notoriété efface le sentiment de honte? Parce que du coup, tu as un truc de validation sociale qui est très fort. On peut dire que tu fais quand même partie d'une certaine galaxie de stars, même si j'imagine que c'est pas... T'es peut-être pas forcément hyper à l'aise avec cette appellation et tout, mais est-ce que ça efface le sentiment de honte? Non, juste, je vais faire un aparté très drôle. Je suis allée présenter le premier film dans lequel j'ai joué à Toronto, et tout le monde me présente comme French pop star. Et je suis en mode genre, pas du tout. mais c'est super, j'adore cette appellation. Vraiment, je suis en mode, mais waouh. Tu peux faire un nouveau personnage. C'est trop drôle. De ouf. C'est trop drôle. Genre, j'ai envie d'arriver dans des petites tenues kawaii, genre un peu japonaise. Genre le Lozuai d'un coup. Ah oui, exactement. Je suis là, genre, yeah, French pop star, that's me. Pas du tout. Mais tout ça pour dire que. Attends, la question c'était oui, est-ce que la notoriété t'enlève de la honte? Ça a de validation en fait. Non, je crois pas, malheureusement. Sinon, ce serait à la fois utile et triste parce que ça voudrait dire que ça règle des choses beaucoup trop profondes, et en vrai je suis pas sûre que ce soit hyper sain de régler des choses aussi deep par la validation des autres. Mais en tout cas, moi, ce que ça m'a donné, c'est beaucoup de confiance en moi, et grâce à la confiance en toi, tu peux être un peu plus équilibré, quoi. Tu arrives à mieux gérer ces sentiments-là. Ouais, tu peux mettre les trucs dans des boîtes et te dire ok, la boîte de l'anxiété par rapport à mon projet, et en tout cas à la valeur artistique de ce que je fais, elle est peut-être un peu plus petite, et c'est plus comme ça que je le vois. C'est plus de me sentir validée par les gens et de sentir que ma musique plaît. Ça me donne une confiance en moi, mais que je peux pas du tout appliquer dans toutes les situations. Je peux pas appliquer cette confiance en moi avec mes parents, par exemple, tu vois, ou dans l'intimité. Est-ce que vous pensez... Alors, c'est un peu une question rhétorique, nous allons ouvrir grandes toutes les portes déjà ouvertes. Est-ce que tu penses que déroger aux normes, quelle qu'elle soit, c'est une question très ouverte, que ce soit physique, aux normes d'orientation sexuelle, a pu te desservir? Ouais.
Non. Ouais. Merci. Non, mais L'émission oui. s'appelle Tunnel, il faut. Oui, mais bien entendu, le fait que je sois une meuf grosse, ça m'a pas aidé. Enfin, tu vois. Est-ce que tu penses. Enfin, non, mais dans le sens prête à où. faire une pyramide de l'oppression. Non, mais vraiment dans le sens où, en fait, on vit dans un monde capitaliste. On capitalise sur le corps des femmes qui sont normées. Moi, je le suis pas, donc personne veut capitaliser sur moi. C'est pour ça que je le fais moi-même en m'auto-produisant. Parce que personne veut le faire. Donc, mais ouais, je pense que si j'avais été aujourd'hui peut-être plus jeune, moins grosse, j'aurais peut-être des tourneurs, un booker, tu vois, des personnes qui m'aideraient à monter ce projet. Maintenant, bon, j'ai Marine qui est géniale. Qui m'aide un peu. Marine Le Pen? Non. T'imagines? Et j'en ai Marine, parce que ça fait zizi. On parle de Marine Le Pen à chaque émission, ça devient. La bouqueuse. Non, Marine, ma nouvelle manageuse, qui est charmée. Et mais sinon, ouais, non, c'est hyper difficile, mais c'est pas grave. En fait, moi, j'essaye, à travers ce que je fais, d'adoucir aussi la vie des meufs qui me ressemblent et qui auraient envie d'avoir une carrière, de se lancer, qui ont peur. Et en fait, c'est leur dire, non, mais vous pouvez prendre la place, vous pouvez vous la créer. Et c'est pour ça aussi que j'essaye de monter mon label pour qu'après, que justement ces personnes aient un espace safe où aller. Mais c'est pour ça que je disais aussi en intro que tu dispensais beaucoup d'amour autour de toi. Je me souviens notamment pendant le confinement où il y avait de très très vives attaques de l'extrême droite contre nous, notamment contre moi, où tu étais d'un soutien sans faille. C'est vrai. Et où en fait tu faisais des lives où tu disais aux gens love, 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 love. Ouais, mais parce que en fait je passais la musique de Mouloudji, l'amour. Tout à fait. Pendant ce live où je me faisais insulter, où j'étais face cam toute seule. En fait, je pense que ça peut paraître très niais, parce que je pense que l'amour c'est sous-coté. Alors qu'en fait, c'est vraiment le truc le plus puissant qui existe sur cette terre. Et répondre avec... après, moi, je vais m'aimer facilement en colère, mais aussi, je peux répondre de l'amour comme personne, parce que chaque personne a besoin de se sentir aimé. En fait, quand on se sent aimé, ça nous donne énormément de force, ça nous fait prendre conscience de la valeur qu'on a aussi. Et donc je m'adresse vraiment à tous les auditeurs et les auditrices qui se sentent seuls, pas aimés, que moi je les aime vraiment. Et vraiment c'est hyper important de se sentir aimé pour avancer. Ça donne vraiment beaucoup de force, parce qu'il faut briser la solitude. Bien sûr, parce que sinon c'est impossible d'avancer si on a l'impression qu'on porte tout le mal du monde, tu vois, sur ses épaules. Et c'est hyper intéressant justement de parler de diffuser de l'amour pour venir soutenir les autres face à justement ce monde qui a l'air pas du tout accueillant en fait pour eux, ou pour elles en l'occurrence. Sophie Marie, toi, est-ce que tu as l'impression de déroger à certaines normes, notamment au niveau de comment doit être une femme, silencieuse de préférence? C'est pas forcément toi, ça. Comment tu te places par rapport à ces normes-là? Ma position située, c'est que je suis une femme blanche de 39 ans, hétéro, donc franchement, pour moi, ça va. Enfin, c'est pas non plus... voilà. Après, à la marge, je ne suis pas une vraie femme, comme on les appelle dans la norme. Ça m'intéresse pas beaucoup, d'ailleurs, donc ça me va bien. J'aime bien l'idée qu'on puisse, nous, les personnes qui venons d'en bas, mettre un pied dans la porte, tels des évangélistes. Et comme aussi dans une chanson de Passy et Arsenic. Je croyais que t'allais citer Passy et Calogero. Non, jamais la vie, je déteste cette chanson. Non, tu sais, j'ai vu de la lumière, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là-haut? Il n'y avait pas de porte ouverte, alors j'ai fait Tesso un carreau et Passy de rajouter. Je cite que c'est lui parce que c'est pas moi qui le dis. J'ai fait Tesso la fenêtre et incrusté mes négros. Donc moi j'essaye de faire sauter les fenêtres
que je trouve sur mon chemin et qu'on veut pas me laisser rentrer. J'ai notamment eu la chance de rencontrer sur ma route des gens qui m'ont permis de travailler, qui m'ont permis de dire ce que j'avais à dire. Et maintenant, avec la force que ça m'a donné, j'ai pu monter ma boîte de prod et comme tu veux le faire avec le label, accueillir des gens qui ont des choses transverses à dire, que ça ne se fait pas dans les médias traditionnels ou alors que parce qu'il faut des annonceurs, on n'a pas le droit de dire absolument 100% de ce qu'on a envie de dire. Dans la même lignée, Pomme, je pense à justement par rapport à la liberté de parler que tu évoques, Sophie Marie. Pomme, en 2021, pendant MeToo Music, tu as choisi d'élever ta voix, ce qui allait pas forcément en ta faveur parce que ça aurait pu te foutre concrètement dans la merde en évoluant dans le milieu musical. Est-ce que tu peux réexpliquer aux auditeurs et auditrices quelle prise de parole tu as choisi de faire et pourquoi ça t'a semblé nécessaire malgré les difficultés que tu allais pouvoir rencontrer par la suite? Alors c'était une lettre que j'ai écrite qui est parue dans Mediapart, sur Mediapart, et accompagnée d'une vidéo où j'expliquais un petit peu plus en détail ce que je racontais dans la lettre. Et en fait, c'est une lettre que j'ai sortie le jour des victoires de la musique, donc c'était fait exprès, évidemment. Et c'est une lettre qui raconte mon expérience en tant qu'adolescente dans la musique, mais aussi qui se veut être vectrice de cette parole-là qui, je trouve, a du mal à exister dans l'industrie de la musique et qui existe aussi peut-être dans des zones moins médiatisées et dans des contextes où les gens n'ont pas forcément autant de reach, de médiatisation que mon projet qui est devenu très médiatisé dans les dernières années et je me sentais comme une espèce de responsabilité pour moi de le faire pour moi et de clore ce dossier dans ma vie parce que ça m'a suivi très longtemps et que j'ai eu des expériences complètement traumatisantes quand j'avais 15-16 ans, donc de fermer ce dossier-là avec cette lettre-là, mais aussi de pouvoir dire en fait moi je sais que ça existe et j'ai pas envie de rien dire et j'ai pas envie de faire comme si ça n'existait pas et de faire partie de cette catégorie de gens qui, parce qu'ils ont du succès et que avoir du succès aujourd'hui dans l'industrie de la musique en France, ça veut dire aussi participer ça veut dire être un petit peu obligé d'utiliser certains codes de violence et de capitalisme. C'est pas parce que j'ai eu ce succès-là ou que j'ai ce succès-là que je cautionne tout ce qui va avec et comment ça fonctionne et tout. Et il y avait cette idée que moi je me souviens d'avoir réalisé que j'avais été agressée en lisant des tweets sur Twitter, évidemment du coup comme c'est des tweets en 2020 ou 2019 et que ça faisait déjà 4-5 ans que c'était arrivé et de me dire peut-être qu'il y a des gens qui vont lire cette lettre et qui vont se dire ah oui mais en fait ce qu'elle nomme là moi je l'ai vécu aussi et j'avais pas l'impression que c'était un problème parce que c'est pas du tout nommé comme un problème dans la société de se faire harceler, agresser. Et donc voilà, il y avait une petite part qui m'appartenait et il y avait je pense une part majoritaire aussi de sentir que j'avais peut-être un rôle à jouer dans l'idée que ma page Instagram est hyper suivie et que mes réseaux sociaux sont hyper suivis et qu'à cette époque-là de 2020-2021 j'avais vraiment besoin et envie de partager le maximum de choses qui pouvaient faire sentir les gens moins seuls et en fait un peu comme ce que Barbara dit après je suis pas hyper à l'aise avec les émotions, l'amour et tout, mais c'était ma façon à moi peut-être de créer cet espace-là, en fait, en tout cas. D'aider les autres au final. Ouais. Et là, en plus, ce dont tu parles, ça s'inscrit complètement dans la suite finalement logique de MeToo, parce que c'est ce que tu dis, que c'est des tweets en 2019-2020 qui ont un peu réveillé ça. Bon, MeToo, on est sur fin 2017. Justement, en fait, tu choisis à ce moment-là donc de briser une chape de silence et de honte. Et en fait, là, de façon assez entrecroisée, ce dont vous venez de parler toutes les trois, ça répond un peu à ça. Moi, la question que je me pose en tant avant tout qu'activiste féministe, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà ressenti, est-ce que parfois, vous en avez pas marre de devoir toujours demander de la liberté et toujours justement se dire ok ça va être la honte que d'ouvrir ma gueule et ça va être la honte que de dévier des normes mais tant pis j'ai envie d'être libre. Est-ce que parfois vous n'êtes pas juste fatigué de lutter et vous vous dites en fait je vais juste me conformer et puis
Voilà, non, tant pis, je vais pouvoir me reposer. Comment vous en êtes par rapport à ce paradoxe? Moi, il y a pas longtemps, j'étais un peu en crise par rapport à ça. Et j'avais, en fait, de sentir tout le poids, de devoir tout gérer seule et tout ça. Enfin, en fait, tout ça, juste parce que, en fait, je suis pas aidée par l'industrie, tu vois. Bien sûr. J'avais envie de tout arrêter. Enfin, j'ai dit, c'est bon, j'ai pas la force. En fait, j'en ai ras le cul de toujours avoir besoin de me battre pour tout, pour exister, pour vivre même dans l'espace public en général. Enfin, pas que, tu vois, dans l'industrie de la musique, en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'être humain. Oui, parce qu'en tant qu'artiste, j'ai envie de te... Et c'est une vraie question que je me pose moi en tant qu'auditrice. C'est quoi ton but? Parce que t'es hyper respectée, tu travailles beaucoup, j'ai le sentiment en tout cas tu travailles beaucoup. Donc... parfois, je me demande si... Jusqu'où ça ira? Non, mais en vrai, je me dis toujours, ok, meuf, quand je ressens quelque chose comme ce que tu décris, je me dis, meuf, t'as déjà réussi. Hein. Tranquille. Et ben ouais, mais alors en fait, pour moi, pas forcément, parce que, tu vois, là, par exemple, c'est la première fois que je m'expose avec mon titre qui sort demain, du coup. On le rappelle sur toutes les plateformes, oui, bien, oui, lesbienne. Ouais, en tant que productrice. Donc, tu vois, c'est un nouveau... C'est une nouvelle facette de moi que je montre. Je sais pas comment ça va être accueilli. Enfin, il y a beaucoup de pression, tu vois, derrière. Bah, finalement, on pourrait parler, je pense, des masques, en fait, de la honte. On a évidemment la pudeur, le truc de vraiment vouloir se cacher, s'effacer, etc. Mais il y a aussi la timidité, finalement. Tu le disais tout à l'heure, par exemple, sur les relations. Il y a la honte, en fait, comme émotion, comme sensation confuse d'être mal dans sa peau et de voir percer à jour, finalement, nos faiblesses. Est-ce que les différences, justement, ce sont des faiblesses ? C'est ce que la société veut dire, mais est-ce que, pour vous, parfois, vous vous dites, cette différence, je préférais ne absolument pas la voir, que ça fasse pas partie de ma vie? C'est comme ça, donc je trouve que c'est un devoir qui commence à être hors sujet si on prend le problème de ce sens-là. Ouais. Elles existent. Oui. Donc bon, qu'est-ce qu'on peut en faire, tu vois? C'est bien 5 minutes de dire oh là là, oui, bon, ok, très bien, mais après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On avance, quoi. On va pas rester derrière la porte. C'est ça. Non, mais la question, c'est justement dans quelle mesure, en fait, on arrive à un moment donné à s'affranchir, en fait, de tout ce que ça peut créer et à ne plus, par exemple, être timide et être tout gêné d'arriver et de poser justement ces différences-là, quoi, de s'affirmer en tant que personne, en fait. Là, je trouve qu'on a 4 personnalités avec toi qui présentent cette émission brillamment, qui sont assez représentatives de ce que ça peut donner. Tu vois, on est à la fois extraverti dans notre travail ou dans notre persona professionnel, à la fois parfois très timide ou on veut pas de problème, ou alors comme tu disais Barbara tout à l'heure, toi t'as pas de mal à t'énerver et t'es assez, voilà, tu sais t'énerver, quoi. Ouais. Je sais pas comment t'es toi, Pomme, mais moi je pas trop énervée. Je sais pas m'énerver, j'ai pas envie de ça. Je sais qu'on va mourir, donc j'ai pas envie de m'énerver, tu vois. Je me dis mais c'est, enfin, je peux briser psychologiquement, mais pas. Enfin, c'est pas genre je m'énerve, c'est juste j'affirme mon autorité. Évidemment, c'est utile aussi. C'était pas péjoratif, hein, c'était vraiment. Mais je pense que on a un panel assez représentatif de. C'est pas parce qu'on commence soit à être visible, soit ou quoi que ce soit, qu'on a un projet artistique, qu'il faut qu'on arrête d'être timide ou d'être introverti, tout à fait, machin. C'est la honte, c'est autre chose. C'est genre. Enfin, encore une fois, je pense vraiment que c'est... il y a mon frère qui m'appelle. Pas du tout le moment. C'est le fait de ne pas savoir verbaliser un sentiment, quelque chose qui implose, quoi. Tout à fait. Et du coup, à quel moment vous avez senti que vous pouviez, en fait, justement, outrepasser ce sentiment de réserve vis-à-vis des autres, etc. Bon, toi, Barbara, pour bien te connaître, je pense que ça fait un moment. Ouais, mais c'est surtout avec ma nouvelle thérapeute, Sylvie, si tu m'écoutes. Ah, on les adore. Avec beaucoup de dédicaces là ce soir déjà. Wow, Sylviane. Sylvie, elle a changé ma vie. Mais d'ailleurs, c'est Camélia Jordana qui a changé ma vie, en fait. On la salue aussi, on salue beaucoup de monde ce soir. Camélia Jordana qui a changé ma vie et qui, en fait, grâce à elle, j'ai pris conscience de ma valeur.
Et c'est quelque chose qui est nouveau pour moi parce que je pense que ça fait depuis peut-être après le confinement que j'ai pris conscience de ma valeur. Donc c'est très, très jeune encore. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui t'avait fait beaucoup de bien. Je me rappelle cette thérapie. Je me souviens de... qui me fait encore du bien. Longue discussion. J'adore les thérapies. On le rappelle d'ailleurs, tant que toute la France nous écoute, ce n'est jamais la honte d'aller en thérapie, ce n'est jamais la honte de prendre soin de sa santé mentale. C'est important, ça sauve des vies. Et c'est pas en disant qu'on est des gros bonhommes ou qu'on est des meufs badass qu'on va mieux. Il faut jamais hésiter, de la même façon qu'on prend soin de notre santé physique, à prendre soin de notre santé mentale. Pomme, sur cette question à nouveau de comment outrepasser un peu cette honte d'aller vers les autres. Est-ce que tu as eu des solutions à un moment, ou est-ce que tu es toujours finalement dans un cheminement Moi, j'ai l'impression que c'est par la création et que créer dans ma vie et mon projet artistique, ça m'a permis de m'affirmer beaucoup, de prendre confiance en moi, comme j'en parlais un petit peu avant, et que même si je peux pas prendre cette confiance-là et la mettre 100% dans ma vie privée, je peux quand même en prendre des petits bouts et faire une petite popote avec tout ça. Mais je pense de créer et de rendre mon projet important, parce que mon projet, c'est aussi ma personnalité, et je pense que c'est un peu le cas de tout le monde autour de la table, de donner de l'importance à cette partie-là de ma vie, et qui est peut-être presque parfois trop, mais en tout cas de me donner de la valeur à ma musique, et que ce soit par les autres ou moi aussi, d'avoir confiance en ce que je fais. Ça m'a beaucoup aidé à m'affirmer, parce que quand il y a des gens qui t'écoutent, et ça peut être aussi des amis, c'est pas forcément des inconnus, quand il y a des gens qui t'écoutent et voilà, de pas se sentir solo, c'est quand même un peu la base pour se sentir exister, je pense. Et c'est pas évident, parce que parfois on n'a pas le choix d'être seul, et que faut aussi savoir trouver des ressources en soi. Mais en tout cas, créer, moi, ça m'a toujours beaucoup aidé, même si c'est parfois des choses aussi qui sortent pas et qui vont pas être diffusées, qui seront pas commercialisées. Justement, parfois, ça me fait aussi plus de bien, et de garder dans ma vie un espace pour de la création qui n'est pas du tout voué à sortir et qui n'est pas voué à être commercialisé. Faire des petites aquarelles, des petites choses comme ça. Ça peut aussi me faire vachement de bien. Et on continue juste après ce petit intermède à parler justement de ce qu'on évoquait, le fait de dépasser ses limites. Et tout de suite sur Move, Georgia Smith. I don't know if you want me to come over. Don't wanna ask, really I should know better. I don't know if you want me to come over. I don't know if you want me to come over. Don't wanna ask, really I should know better. I don't know if you want me to come over. Elles disent que je suis qu'un enfant, elles disent que nous deux c'est foireux. Mais si tu veux c'est pas pour eux. J'aime quand t'es dans le forêt, tu m'appelles quand t'es sur Paris. J'roule là pas mais risquer péril, j'roule là pas fond sur le périph'. Elle fait mal à la tête, j'l'ai prise par la taille. J'cours toujours derrière le papel, ça me prend grave du temps. Et ça recommence, c'est ton blast qui vient quand je suis pété sous Camas. Et je sais que tu vas encore tout donner te connaissant. On fait que bosser, c'est abusé, on doit se péter mais t'es busy, non, non. Tu me le dis pas mais je sais que tu m'attendais depuis longtemps. Mais on se sait, c'est abusé, ça doit cesser, parlons français maintenant. I don't know if you want me to come over. Don't wanna ask, really I should know better. I don't know if you want me to come over. I don't know if you want me to come over. Don't wanna ask, really I should know better. I don't know if you want me to come over. Je fais la ferme et au fond tu veux qu'on se pète. Tu m'appelles tard la night quand t'es un peu pompette. On aime la vitesse, les gamos de compète. Et je voulais qu'on parte au volant de l'RS7. This is something that I'm used to. I give too much but I choose to. And you love that, yeah, love that. I don't know if you want me to come over. Don't wanna ask, really I should know better. I don't know if you want me to come over. I don't know if you want me to come over. Don't wanna ask, really I should know better. I don't know if you want me to come over. Et c'était Georgia Smith et Oh Boy sur Move Come Over. Tunnel, le bruit et l'humeur. Avec Anna.
Et vous êtes toujours dans Tunnel et je suis toujours en train de parler de la thématique de la honte et par opposition évidemment de tout ce qu'on lui oppose avec mes invités Pomme, Barbara Butch et Sophie-Marie Larouille. Et les filles, je voulais vous poser une question que je ne vous ai pas posée pendant la chanson pour ne pas spoiler. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de recroiser des gens que vous avez croisés plus tôt dans votre vie, qui vous ont fait ressentir vraiment de la honte de qui vous étiez, qui vous ont gêné, et en recroisant ces gens dont le jugement a importé plus jeune, vous vous dites mais comment j'ai pu me laisser faire par des gens comme ça? Oui, mais avant d'arriver à cette conclusion, il faut passer par plusieurs phases quand même. Mais oui, ça m'est arrivé de recroiser notamment une personne. La première fois, derrière une vitre, où j'étais dans un restaurant, et lui ne m'a pas vue, je pense, mais moi je l'ai vu. Et la première fois, en général, quand c'est des gens qui t'ont fait du mal ou qui ont provoqué de la honte, quand tu es jeune, la première fois, t'es pas encore prête à te trouver trop stylée. Et maintenant, aujourd'hui, quand je pense à cette personne, c'est vrai que je me sens plus confiante. Et je pense que... Mais je l'ai pas recroisée depuis cette fois-là, donc c'est dommage, parce que je pourrais pas faire cette expérience. Ouais. Mais oui, mais je vois ce sentiment dont tu parles... Qui peut exister et qui fait du bien, mais moi je peux avoir ce sentiment-là sans avoir à recroiser des gens. Parfois quand je pense à ces gens-là, je me dis mais ok. C'était si important à l'époque et maintenant... Exact. Mais j'ai pas forcément recroisé physiquement les gens, donc je sais pas ce que ça fait. Je sais pas si vous savez. Mais Sophie-Marie a dit quelque chose, a dit un jour, ainsi par les Zarathustra. Sophie-Marie a dit dans un podcast à nouveau que en fait il y avait eu des... Moi je te paraphrase complètement, tu vas me dire... Paraphrase-moi mon vieux. On dirait un truc sexuel. Un peu, vraiment. Titre de ma sextape. Vraiment. Quoi? Non. Mais tu disais qu'en fait, tu avais été obligée de devenir un peu forte en gueule et forte en humour, surtout, parce que c'était l'enfance, l'adolescence, c'est un peu un monde de brut où en fait, ça faut savoir dégainer la bonne réplique au bon moment. Et qu'en fait, parfois maintenant, avec le recul, tu te disais que la visibilité était une forme aussi un petit peu de revanche de certaines personnes. Alors oui, je ne me sens jamais plus safe que quand je suis sur scène, parce qu'il ne peut rien m'arriver puisque tout le monde me regarde. Voilà. Je suis pas dans... T'as jamais des phobies d'impulsion sur scène? C'est quoi? Où tu dis, imagine je me pisse dessus. Ah non. Imagine, moi ça m'arrive tout le temps. Chanter. Ah ouais, moi j'ai toujours peur de me chier dessus. De chier dessus? Ah ouais, moi ça m'arrive tout le temps aussi à la télé. Ouais. De vous chier dessus? Ouais. Ou genre là, par exemple, ça n'arrivera jamais. Oui. Qu'est-ce que dit Sylvie? Je crois que j'en ai pas parlé. Commence par ça en fait. Non, mais moi en ce moment je vis l'angoisse de sortir de chez moi. Ah bon? C'est beaucoup. Je sors de chez moi et je me sens oppressée et tout ça dès que je sors de chez moi. Aïe. Bon, c'est autre chose. Anxiety. Ouais, c'est un autre. Sophie-Marie, tu regardes avec un regard de. Tu regardes Barbara avec un regard de. Non, mais là je vais. Parce que je corrobore ce que tu dis en disant que tout à l'heure. Est-ce que la honte du passé a été transformée en quelque chose aujourd'hui? Alors oui, ça a été transformé en empathie et j'ai pas besoin forcément de recroiser les gens qui ont pu vraiment me mettre dans des situations de danger et d'abus, mais que maintenant ça me permet de ne juger rien ni personne et de me dire si quelqu'un verbalise quelque chose comme ça de manière anonyme. Ah, j'ai peur de sortir de chez moi. Mais en rigolant parce que il faut bien rigoler. Et ça veut peut-être dire que c'est finalement un petit SOS. Mais ouais. Pas forcément qu'on a besoin de dire ah ouais, vas-y raconte. Et que peut-être plus tard c'est quelque chose à traiter et qu'on peut en effet se soutenir comme ci comme ça. Donc oui, par ailleurs, oui, la visibilité est un mécanisme de défense. Et moi, je me dis, tous les gens qui m'ont fait du tort me voient. Enfin, il y a une forme de victoire. C'est une folie, hein, mais
je suis pas contente d'être visible, je m'en fous d'être connue ou machin, mais par contre le fait qu'ils se disent que potentiellement je peux les call out et qu'ils vivent dans la peur dans laquelle eux ils m'ont mise, et ben ça me fait plaisir. Ça peut être un beau moyen de défense en vrai, et une vraie revanche justement sur des formes d'angoisse vis-à-vis de ce qu'on fait subir. Par exemple d'agoraphobie, bien sûr. in extenso, ou autres petites joyeusetés qui sont provoquées par un sentiment de honte préalablement provoqué par un abus ou une agression ou qu'importe. La psy, Barbara, c'est la traitance. Mais c'est vrai qu'il vient d'y avoir un diagnostic en direct fait par Sophie-Marie Larouille qui rajoute encore une casquette à son arsenal de casquettes. Barbara qui vient d'ailleurs, t'as un accessoire qui vient de nous rejoindre. Une grande paire de ciseaux. Ouais. Géante. Est-ce que je demande pourquoi des ciseaux? Une grande paire de ciseaux pour décrire aux gens qui sont pas initiés. Qui n'ont pas accès à la vidéo. Donc, on est sur une paire de ciseaux de couturier, enfin de la taille de ciseaux de couturier, fait en cuir recyclé vegan, avec des Swarovski partout, blanc, transparent, et écrit en noir, en Swarovski noir, muy bien. Muy lesbienne dessus. Les ciseaux, pourquoi? Symbole du lesbianisme. Parce que, en fait, souvent, quand on parle à une lesbienne, enfin, souvent les hétéros, quand ils parlent à des lesbiennes, et qu'ils disent, mais vous faites quoi? Les ciseaux? Bon, voilà. Donc, c'est un peu un hommage à toutes ces personnes qui se demandent si on fait les ciseaux. Alors, non, on fait pas les ciseaux. C'est quand même très compliqué. C'est chiant à mourir. Voilà. Mais ils ont qu'à les faire eux, les ciseaux, enfin. S'ils ont qu'à les faire eux pour essayer de faire jouer une gonzasse déjà pour commencer, non? Bon. Mais surtout que techniquement, là je suis en train d'avoir plein d'images de différents corps dans la tête. Je pense que quels que soient tes organes génitaux, tu peux faire, dans l'idée. Oui, c'est pas intéressant, mais tu peux faire les ciseaux. Ouais. Quoi, bah si, pourquoi pas? Évidemment, si. Non mais si, tu peux. Bien sûr. Dans le Kamasout, je suis sûre qu'il y a un. Tu peux complètement. Écoutez, si vous nous écoutez chez vous, essayez. Voilà. Attendez la fin de l'émission quand même, parce que j'ai pas envie que d'ailleurs. Bref, d'être censuré. Où en était-on? Oui, Barbara. Barbara, avant que je te pose la question de ces ciseaux finalement extrêmement imagés, est-ce que toi, des fois, tu repenses à des gens dans le passé qui t'ont fait honte d'être qui tu étais? Tu te dis, mais comment j'ai pu me laisser faire par ces blaireaux? Mais alors, pas du tout. En fait, justement... En fait, j'ai vécu de la maltraitance de la part de la première personne que j'ai fréquentée, avec qui j'étais en couple. Et régulièrement, tu vois, j'ai envie de lui écrire pour lui dire que c'est une grosse merde. Et en fait, j'ai honte de ressentir encore ça. Bien sûr. Tu vois ? Et donc... Et en fait, je sais pas, il y a toujours un peu le symbole, le syndrome de l'imposteur qui se met là-dedans. Donc, j'arrive pas trop. En fait, parfois, j'ai envie de lui écrire et lui dire, bah, tu vois, tu m'as humilié, tu m'as mis plus bactère. Mais j'en suis là aujourd'hui. Peut-être que ça y a contribué d'ailleurs, tu vois, ça m'a donné de la force finalement. Mais c'est difficile de s'affranchir de, tu vois, toute cette... bien sûr. Toutes ces maltraitances, quoi. Et d'en faire une espèce de truc, un pouvoir rendre, une victoire. J'aime pas trop ce... Ouais, t'aimes pas trop cette idée de... En fait, j'aime pas trop déjà la prétention. Non, mais c'est très les pages Instagram, objectif millionnaire, de dire chaque épreuve te renforce. En fait, on préfère ne pas vivre les épreuves. Bien sûr, mais... Ça te ralentit aussi, oui, quoi. c'est sûr, mais il s'avère que ça te fait une croûte, quoi. Ouais. Aussi, donc c'est pas question de devenir de faire un podcast de droite où on explique qu'en effet il faut être méritant. C'est complètement un podcast de droite ce soir. En fait. Non, mais que des personnalités de droite assez reconnues pour leur droiture et leur droitesse. Oui, c'est vrai. Notre vote dans l'urne. Cette émission est sponsorisée Valeurs Actuelles ce soir, VA+, on les salue. En fait, en parlant de honte pendant toute cette émission, c'était l'idée aussi de tracer en transparence une certaine idée de la fierté. Et j'aimerais vraiment que notre dernier gros moment de discussion soit sur ça. Est-ce que vous pensez que
que la fierté, c'est avant tout être fier de soi-même et avoir ces petits moments où on se célèbre et on est tellement contente et où les coachs en développement perso diraient qu'on serre fort notre enfant intérieur. Ou est-ce que c'est rendre fiers les autres? Ouais, vraiment. J'ai pas dit ce que j'en pensais. Je suis neutre, d'accord, madame. Est-ce que je peux le porter? Ouais, J'ai trop envie de porter J'ai les ciseaux. je parle de vite fait du temps à la catalane. J'ai une blague sur le fait de trouver son enfant intérieur dans le premier épisode, dans la première minute du premier épisode. Très léger. Voilà. Mais oui, je l'ai entendu en plus tout à l'heure dans le métro, je ne sais plus sur quelle ligne j'étais. Là, pour les personnes qui nous écoutent et que ne nous regardent pas, il y a eu un passement de ciseaux. Il y a eu Un adoubement, et c'est sur le t-shirt de c'est Céline Dion. Ouais, bah oui, Sur mon t-shirt, et je lui offre ces ciseaux pour sa guérison et pour son lesbianisme secret. On lui souhaite plein de toujours bonnes secret. C'est dingue. C'est bien parce que pareil, dans chaque émission, j'ai des invités qui souhaitent que telle ou telle personnalité soit lesbienne. Mais elle l'est. C'est incroyable. Je pense qu'elle l'est. C'est connu. Ouais. Ok, bon, mais du coup, donc chaque semaine, il y aura un outing. C'est génial ce qui se passe ici. À quel moment, justement, en parlant de la cause LGBT, Pride, tout ça, à quel moment vous avez été fière de vous pour la première fois? Barbara, je me tourne vers toi. Je sais pas. Merci, du tout. Barbara. Non, mais en fait, non. Le truc, c'est que la fierté. En fait, je pense que c'est une question de survie. Dans nos cas, de trouver de la fierté dans qui on est, sachant toutes les humiliations qu'on fait subir à notre communauté, à la communauté LGBT dans son ensemble. Et donc, on est obligé, si tu veux, de s'inscrire dans un truc de survie, de fierté pour vivre, quoi, et pour s'accepter et enfin, parce que sinon, on crève, en fait. Moi, si j'avais pas un peu de fierté, tu vois, en fait, je pense que je serais déjà morte depuis longtemps. Pas seulement par rapport au fait que je suis lesbienne, mais, tu vois, surtout sur le fait que je sois grosse et tout ça. Et en fait, t'es obligé de trouver de la force. Et donc, c'est ça qu'on cherche, en fait. Pomme, c'est des propos dans lesquels tu te reconnais aussi... avec tes ciseaux qui ne veulent en plus absolument rien dire justement sur toute forme d'identité lesbienne. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu te reconnais, le fait de la fierté comme façon de survivre? Moi, la première fois que j'ai été fière, c'est maintenant avec mes ciseaux. Vraiment. Mais c'est une question à tiroir parce que moi, j'ai toujours du mal encore aujourd'hui à dire le mot lesbienne. Je suis jamais allée, vraiment, c'est un aveu que je vous fais, mais je suis jamais trop allée à la Pride et tout ça parce que c'est un long processus et que je sais pas si j'arrive à être fière de mon identité sexuelle, mais être fière de moi, qui inclut du coup mon identité et ce que je suis. Je pense que c'est quand je suis partie de chez mes parents. Parce que je m'en suis émancipée et même si aujourd'hui j'entretiens des rapports cordiaux avec eux, je crois que j'arrivais pas trop à être moi-même quand j'étais chez mes parents pour plein de raisons et quand j'étais enfant, adolescente et tout, et ça a été assez tard et aussi quand je suis allée au Québec, quand j'ai découvert le Québec et que j'ai découvert que mon identité, ce que j'étais artistiquement, pardon, j'ai fait un truc bizarre avec ma gorge, artistiquement, humainement, c'était complètement dans la norme au Québec. Putain, c'est ce que j'ai ressenti cet été. Voilà, et qu'en fait, il y a quand même une norme au Québec, mais elle est beaucoup plus large, quoi. Genre, il y a beaucoup plus de possibilités d'être dans la norme au Québec, et je suis arrivée, je disais, mais en fait, je suis hyper inclus quoi, dans la société au Québec. Donc je pense que ça correspond à peu près au moment où je suis partie de chez mes parents, vers 17-18 ans, et je suis allée au Québec pour la première fois. Et après, quand j'ai porté les ciseaux autour de mon cou, aujourd'hui. Est-ce que, Barbara, est-ce que tu offres les ciseaux à... Non, pas du tout. Genre, ils m'ont coûté une fortune. Mais t'as qu'une seule... je crois que c'était du merch. Non, c'est une pièce unique. Mais non, pas du tout. Que j'ai fait faire par mon ami Flavien. Je voulais créer un instant de radio. Non, mais je ferai des petites répliques. C'est des pins ou des ouais, stickers. Exactement. Non, il y a des stickers qui arrivent ce week-end. Je pensais que t'allais développer ça comme un... Non, mais c'est... Ouais, je le porte comme ça sur elle a dit plusieurs fois le mot Swarovski, donc c'était... Sophie Marie, bon, à part avoir assisté à cette passation de ciseaux qui est historique, je dois le dire. Passation de ciseaux. Qu'est-ce qui te rend le plus fier actuellement? Actuellement, plein de choses. Oui. Alors qu'est-ce qui t'a rendu fier en premier? Tu choisis ta question. Qu'est-ce qui m'a rendu fier en premier? Je ne sais pas. Ce qui me rend fier en général, c'est quand les gens qui n'étaient pas censés y arrivent. Ça me provoque une émotion, mais qui dépasse le tsunami
amie de Phuket, tu vois, c'est magnifique parce que je ressens ce qu'elles ressentent et de vous entendre parler de ce que vous parlez, ça me provoque déjà une émotion. Et c'est pas angélique, ce que je dis, c'est pas genre béni oui et machin, mais c'est vraiment genre je vois. Je sais que tu sais qu'on sait que tu sais que je sais, et je sais ce que ça veut dire. Et du coup, je pense vraiment que cette idée de fierté, d'où qu'elle vienne, eh bien, il faut la cultiver parce que je pense par ailleurs que être heureux, c'est un CDI à plein temps. Et avec un entretien annuel, c'est le truc le plus dur qui m'était d'être. Et pareil pour la fierté, c'est vraiment pas donné. Enfin, il y a des gens qui sont bien nés, qui sont nés avec ça dedans. Puis il y a des gens qui ont un sac à dos qui est plus lourd et qui ne l'ont pas de facto, dont je fais partie aussi. Et pareil, je pense que la première fois que j'ai été fière, ça se compte en moi. Enfin, c'est pas plus que ça, quoi. Mais après, il y a des environnements, tu vois, qui aussi provoquent une libération de la honte et tout ça. Et effectivement, tu vois, cet été, j'étais à Montréal. Et pour la fierté, justement. Pour la fierté, ouais c'est ça. C'est vrai, en plus. Ouais, j'étais pour la fierté. T'étais trop contente. Ouais. Et en fait, je me suis sentie hyper heureuse parce que, en fait, hyper invisible. Enfin, je sais pas comment dire. En fait, mon corps est toujours un sujet partout. Dans la et là-bas, en fait, il y avait tellement de meufs, de personnes en général, grosses, trop belles, tu vois, qui étaient là, qui vivaient, qui prenaient l'espace sans honte. Tout était aménagé pour recevoir un public qui me ressemblait dans les endroits où j'allais. Et même des restaurants, des choses comme ça. Le fait de se sentir juste invisible. Ouais. C'est vrai qu'on est dans une ville particulièrement bitchy ici. C'était mais vraiment. Enfin, en fait, il y a des moments je chialais de bonheur tellement ça m'avait reconnecté à la vie. Aller vivre un peu là-bas, peut-être. Ouais, je me pose des questions. Carrément. Et du coup, trouver un tourneur là-bas. Ah bah là, ça sera peut-être plus simple. Ouais, peut-être. Où tu fais plus que là-bas et tu t'arrêtes de t'emmerder avec Paris. On en a marre de Paris, là. C'est vraiment... Ah ouais, non, stop. Paris. Moi, je suis... Enfin, mon cœur est dans le sud de la France. Mais voilà, en fait, personne n'a son cœur à Paris ici. Donc, il y a un moment donné... Oui, mais c'est comme un PN, Paris. Mais toi, ton cœur, il est dans la Vologne, de toute façon. Dans la Vologne, mais ça va pas, je peux le petit Grégory, enfin. La blague interdite. J'avoue que j'ai un peu provoqué, mais j'avais pas envie de la faire. Écoute, c'est une petite technique. Alors, j'ai posé une question. Barbara, je vais te couper le micro parce que je sais que tu vas hurler. Donc, qu'est-ce que vous diriez à la vous petite pour qu'elle ne lâche pas, même si tout le monde veut la rabaisser et lui faire honte et lui faire ressentir de la honte pour qu'elle se taise et qu'elle soit pas elle-même. Oui, désolée, je te fais parler à ton enfant intérieur. C'est moi. Non, pas que toi, mais juste, je te demande de ne pas. Non, mais moi, qu'est-ce que je lui dirais ? Ne hurle pas, Barbara, c'est bon. Non, mais je lui dirais d'arrêter de pas faire attention au regard des autres, en fait. De juste tracer sa route et d'essayer de s'entourer des personnes qui lui font ressentir qu'elle existe et qu'elle est belle, quoi. Sophie Marie, en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais à la toi petite pour qu'elle ne lâche pas ? Parle, ma chérie. Ok. Et t'as tenu parole en plus. Pomme, qu'est-ce que tu dirais à la toi petite pour qu'elle ne lâche pas, même si voilà, tout le monde veut lui faire honte. Les ciseaux sont bien tenus dans la main. On dirait que tu me menaces. Un banjo, le bal. J'aime les entreprendre. C'est un ukulélé. Eh bien, que peut-être ce sentiment d'être complètement anormal sera un jour quelque chose d'assez stylé, finalement. Et ça peut aider aussi. Même si, à la fois, quand je dis ça, souvent, je me dis, mais non, parce que si t'avais su à l'époque que ça allait être stylé, bah, t'aurais pas été stylé. Bien sûr. Quand même, une petite dose de réconfort autour de ce sentiment de ne pas appartenir à la société et à la norme, ça pourrait être aidant parfois pour certains enfants, je pense. Je vais vous laisser une petite minute à chacune, on va être très très partageuse pour que vous annonciez déjà vos projets. Donc là, en 15 secondes, Pomme, quelles sont une petite tournée, je crois, qui s'annonce ? Oui, je commence la deuxième branche de ma tournée de consolation dans une semaine et je vais aller faire des concerts orchestraux au Zénith de Paris. Wow. Et je sors un film dans lequel j'ai joué le 22 novembre, La Vénus d'argent.
Très bien. Lourd. Toutes des actus Bravo. qu'on Lourd peut de sens. suivre Bravo. sur ta page Pomme Official. Pomme Official, the only one. The pop Official. star, the pop star. Barbara. Alors, Mouille lesbienne, dispo demain sur toutes les plateformes, suivi d'un EP qui arrive en décembre. Et je joue aussi dans un film qui sortira en septembre prochain, Leurs enfants pleurent eux, de Ludovic et Zoran Boukerma. Sur un livre adapté Adapté du Nicolas sur Mathieu. les campagnes à nouveau. Exactement. sur On en un revient à la sur les Vosges. thématique. Excellent. Mais bravo, ouais, trop bien. Barbara, Donc, trop bien. nouvelle carrière de comédienne, c'est les réalisateurs. Mais t'avais déjà joué. J'avais déjà joué dans un court-métrage. Tout à fait. Et tout le monde a plusieurs carrières en fait ici, c'est incroyable. Bah ouais, on a le Sophie droit. Marie a un petit projet à annoncer. Lundi 2 octobre, premier épisode de À la recherche du temps à la catalane, le premier podcast de méditation à l'intérieur du monde des grosses courses que je produis. C'est génial. J'ai écouté le trailer et voilà. Mais en tout cas, on aura pu écouter un peu tout le monde ce soir, notamment tes deux titres, Barbara. Les filles, je vais vous demander du coup en 20 secondes chacune un petit mot de la fin. Je me tourne vers toi d'abord, Sophie Marie. Un mot de la fin. Ben, très bien. Muy bien. Parle, ma chérie. Parle, ma chérie. Contre la honte, briser le silence. Oui, bien Parle. sûr. Barbara. Lesbienne. D'accord. Lesbianas. Muy lesbianas. On dit lesbianas, lesbienne en espagnol. Ouais. Exactement. T'es sûre de ta connerie là? Ouais, c'est Lesbianas lesbianas. Ah ouais? Ouais. Ok. Non, mais attends, c'est bon, je parle pas espagnol, mais quand même. Pomme, un petit mot de la fin. Moi, je souhaite un prompt rétablissement à Céline. J'espère qu'elle va s'en sortir. Et j'aimerais bien qu'elle revienne parce que je l'aime et aussi que je devais faire sa première partie. Ah waouh! Aux vieilles charrues. wow. Mais si elle veut prendre du temps pour revenir, il n'y a pas de problème. Tant que tu restes la Bonne première soirée. partie. Eh bien, écoutez, merci d'avoir été là ce soir. Ça m'a fait très plaisir. Je pense qu'il y a plein de choses jolies qui sont sorties pour nos auditeurs les plus jeunes et même les plus âgés, parce qu'on est très inclusif ici. Je vous remercie d'être venus. Je vous remercie derrière vos transistors de nous avoir écoutés. On se dit à la semaine prochaine, même endroit, Move 19h-21h pour Tunnel. Et je vous laisse maintenant, c'est tout musique sur Move.